Professeur, bonjour. Bonjour. Migration et fiscalité, enjeux et défis. En quoi ce thème est pertinent aujourd'hui et voilà, qu'est-ce qui justifie ce thème? Ce thème entre dans le cadre d'abord des réflexions du centre, le centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière, qui réfléchit sur les questions de finances publiques en général, de fiscalité en particulier. Et aujourd'hui, on a une table ronde avec notre partenaire, la Fondation Rosa Luxembourg, qui nous accompagne sur cette activité. L'activité, c'est le lien entre la migration et la fiscalité. Pourquoi? Comme on l'a indiqué dans les exposés, la migration, c'est un mouvement humain. Ça engendre des activités économiques. Et vous savez que la fiscalité a vocation à appréhender l'activité humaine, parce que l'activité humaine génère des revenus. Et lorsque ça génère des revenus, ça intéresse les fiscalistes. Donc il y a les revenus, n'est-ce pas, qui intéressent les fiscalistes. Il y a le patrimoine, je crois, on l'a signalé tout à l'heure, l'imposition du patrimoine du migrant et l'imposition des transactions. C'est pourquoi cette activité nous intéresse en tant que structure de recherche et la Fondation en tant qu'organisme qui réfléchit sur les questions de migration. Quelles sont les recommandations qui peuvent en sortir au terme des réflexions? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de souveraineté fiscale pour le Sénégal? Bon, ça c'est une question assez ouverte. La souveraineté fiscale, c'est une question assez ouverte. Elle est relative. Elle existe, mais elle est relative. Parce que l'État du Sénégal ne vit pas en système fermé. L'État signe des conventions fiscales, n'est-ce pas? Et ici, les conventions fiscales sont très importantes en termes de droit applicable, avec les modèles de la TAF, les modèles de l'OCDE et de l'ONU. Donc il y a une souveraineté fiscale, mais elle est relative lorsqu'il s'agit notamment des droits des migrants où les États négocient, où les États essaient de trouver des règles juridiques qui puissent tout simplement prendre en charge les droits des migrants. Donc il y a l'aspect fiscalité, ça engendre des recettes. C'est une activité que l'on se situe dans le champ de la migration régulière ou irrégulière, il y a de la fiscalité. Parce que nous avons déjà, vous savez très bien que notre système fiscal est un système de consommation où 70% des recettes fiscales que nous avons, pour l'essentiel, viennent des impositions indirectes. Donc, il y a une fiscalité de consommation qui est là. Il y a une fiscalité sur le revenu du migrant. Il y a une fiscalité sur l'utilisation du revenu, les transactions. Et pour le Sénégal, vous le savez très bien qu'il y a une fiscalité dérogatoire, notamment pour les envois des fonds des migrants. Donc il y a l'aspect recette, mais il y a aussi l'aspect dépenses. Et quel avantage pour les pays d'accueil ou bien pour les pays Il y a des rentrées de recettes, n'est-ce pas? On a vu tout à l'heure qu'avec les statistiques, l'exposant, il a indiqué, l'expert, que les envois des fonds des migrants, dans certains cas, sont supérieurs à l'aide au développement. Ce qui constitue des mannes financières importantes. Et vous avez vu qu'avec la Covid-19, il y a eu un impact sur les envois des fonds des migrants. Ce qui pose une autre problématique, la question de la gouvernance de ces fonds, la question de l'utilisation en termes d'accès aux services sociaux de base, les services essentiels, la santé, ce qu'on appelle les droits à créance un peu, le droit à l'éducation, n'est-ce pas? Le droit à une protection sociale. C'est pourquoi, dans les réflexions, des idées ont été émises. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un droit financier dérogatoire dans le sens positif, discrimination positive, un fonds dédié, et ça c'est possible en finances publiques, de créer des mécanismes qui permettent de prendre en compte les droits de personnes, notamment parfois vulnérables. Il n'y a pas également des risques au lieu de passer par les transferts d'argent que ces migrants passent par d'autres voies? Oui, si on ne trouve pas des règles fiscales adaptées, s'il n'y a pas assez d'imposition, si l'imposition impacte la capacité économique des personnes, il est clair qu'il y aura de la fraude, n'est-ce pas? Il y aura des possibilités de contourner la loi fiscale. Donc l'enjeu pour l'État du Sénégal, c'est quoi? C'est trouver une fiscalité migratoire adaptée, et l'État du Sénégal est dans cette dynamique. On l'a vu avec le Code général des impôts qui prévoit des exonérations fiscales. Alors, moi, professeur, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir si le CERIF est reconnu par l'État du Sénégal. Si oui, est-ce que dans des cadres d'échange organisés par l'État, notamment avec le SILEC qui s'occupe de
l'immigration clandestine. Est-ce que le CERIF est associé dans les échanges de recherche et tout? Le CERIF, c'est une association de chercheurs des universités d'ici et d'ailleurs. C'est ça un peu notre vision. C'est ça un peu notre structuration. Nous faisons des réflexions à travers des axes bien identifiés. Nous travaillons présentement avec l'État du Sénégal. Par exemple, la Cour des comptes est un partenaire privilégié du CERIF parce que nous travaillons ensemble sur des problématiques de recherche, sur des problématiques de production. Par exemple, là, on vient de finir avec la Cour des comptes un recueil de 1000 pages sur tous les textes de base qui régissent les finances publiques au Sénégal. Donc, c'est ça. Le CERIF, c'est un laboratoire de recherche. Nous sommes aussi dans des perspectives de divulgation du savoir financier. Le CERIF est également dans la formation, dans beaucoup d'activités qui vont dans le sens, comme on l'a indiqué, vont dans le sens de permettre aux citoyens de s'approprier les questions des finances publiques.